On descend en Côte d'Ivoire pour continuer cette émission. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est maintenu samedi à la tête du nouveau parti présidentiel RHDP qui tenait son congrès à Abidjan. Donc, il n'a pas dévoilé ses intentions pour l'élection présidentielle de 2020, tout en taclant son ex-allié, le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié. Le congrès a entériné l'élection de M. Ouattara, RHDP, Rassemblement des Oufouettis, la démocratie et la paix, selon une résolution lue devant environ 100 000 personnes rassemblées au stade Félix Houphouët-Boigny et autour de l'enceinte dans la capitale économique ivoirienne, Rodin Kaïbou. Est-ce que c'est stratégique que Ouattara garde les rênes du RHDP? Mais c'est purement stratégique. Vous savez qu'aujourd'hui, Ouattara, il est en train, ou il a du mal à faire la bonne lecture de ce qui se passe parce que l'actualité ne lui est pas tellement favorable, surtout avec tout ce qu'il y a dans ce feuilleton au niveau de la haie où faut-il libérer Gbagbo, faut-il ne faut. Aussi est-il que lorsqu'il y a eu déjà la piste de libération, ça a chamboulé tous les plans de Ouattara. Et ce qui ne lui permet pas au même moment de dire, écoutez, je ferai un troisième mandat, même s'il a ça dans l'esprit, il veut voir clair dans tout ce qui se fera, parce qu'il sait qu'il est, il a perdu beaucoup de plumes, il n'a plus tellement de force aujourd'hui en Côte d'Ivoire en tant que président pour dicter la loi comme il aurait voulu. Donc, son maintien à la tête lui donne un certain pouvoir contre tout ce qui tourne autour de lui aujourd'hui comme force coalisée pour le combattre. Et quand vous lisez également dans les approches de Soro, vous comprenez que 2020 sera une bataille farouche où, je t'assure, ça va être un classico. Et si jamais à la haie, on arrivait par exemple à libérer Gbagbo, là, vous allez voir que Ouattara, il est dans de beaux draps. Il est vraiment dans de beaux draps. D'abord, c'est quoi on le voit souvent en Afrique, des présidents de république qui sont présidents de partis politiques. Ça n'a aucun sens en fait. En réalité, non. Pour se dégager et laisser la main libre au directoire du parti de mener la politique du parti, quand on parvient à l'État, au sommet de l'État, on doit se départir du parti et laisser la main libre à des gens de pouvoir diriger le parti et qu'on fasse la politique nationale au sommet de l'État et la politique du parti puisse être incarnée par des gens. Mais vous savez, ce qui arrive souvent, c'est les pieds de banane et l'idée de coup d'État permanent. Vous placez quelqu'un... Et aussi l'obsession. Voilà, l'obsession du pouvoir surtout. Vous placez quelqu'un à la tête d'une structure aussi importante qui dirige le pouvoir. Il va chercher à vous affaiblir, chercher à prendre votre place, chercher à être plutôt au moment où vous travaillez et vous balisez le terrain pour que la politique du parti soit mise en œuvre et pour qu'on dise que voilà, c'est le parti. C'est à ce moment que celui que vous avez placé là-bas essaie de placer des pots de banane pour vous faire glisser et pour pouvoir prendre les rênes du parti et être candidat aux échéances qui viennent. Et donc, c'est tout ça là qu'il faut que les gens, pour garder réellement la main sur le parti, du moins sur la structure qui a fait de ce qu'ils sont, on fait tout pour pouvoir maintenir aussi la direction du parti sous sa coupole et être président de la République. Pour moi, je le dis, c'est l'obsession. Parce qu'en réalité, si on est dans une certaine logique, que c'est le peuple qui décide, qui choisit son dirigeant, qu'on soit chef de parti ou pas, parce qu'au sein des partis, c'est aussi l'investiture. C'est le choix, par exemple, du Congrès. Maintenant, si on fait tout pour t'écarter, de façon à ce que le parti ne te présente plus, tu vas faire comment? C'est qu'on t'a écarté. Non, mais ça peut se faire aussi par la ruse. Non, pour moi... ça peut se faire aussi mais par la ruse. on sait aussi que dans nos pays, celui qui dirige l'État à tous les leviers. On ne peut pas comme ça l'écarter de la tête du parti. Oui, mais justement, tous les leviers, là, le parti aussi fait partie des leviers. Non, mais normalement, en temps normal, si vous êtes à la tête d'un parti, vous êtes candidat, le jour où vous êtes élu, vous devenez
un élu du peuple, pas pour votre parti, et par conséquent, c'est un peu la pratique au niveau du football. Lorsque vous atteignez un niveau, par exemple, vous êtes un peu détaché de votre club si vous en avez. Parce que ça devient un conflit d'intérêts. Parce que vous êtes obligé de nommer le vice-président de votre parti à tel poste, même s'il n'est pas compétent. Vous êtes obligé de nommer le meilleur liseur de motion ministre, même s'il n'est pas compétent. Vous êtes obligé de nommer le meilleur serviteur. Il fait partie de la direction. Non, quand je dis, suivez mon regard. C'est-à-dire, c'est le même schéma pratique dans les États. Et c'est l'obsession même. Le fait qu'on pense que je suis président à vie, c'est ça qui amène à ça. Sinon, si c'est véritablement le peuple qui choisit et que ce sont les militants qui choisissent celui qui doit défendre les emblèmes du parti aux élections présidentielles, ben, je ne vois pas de pot de banane. Attends, prenons par exemple la France. Les militants avaient choisi Ségolène Royal. Mais on a vu comment là où Ségolène les a amenés. Il ne s'agit pas de choisir parce qu'il faut laisser la main libre à la base de faire ce qu'elle veut et de choisir. Non, quand on est à la tête du parti, on est plus en face d'un certain nombre de réalités que la base n'a pas. Et donc, moi je pense, c'est vrai que la pratique ailleurs, c'est ça. Vous arrivez au sommet, et puis il n'y a pas de problème. Mais aussi, il faut reconnaître que nos réalités, où les gens pensent que la politique, surtout sous les tropiques ici, c'est la mesquinerie. C'est comment faire pour faire... tomber celui qui est là. Voilà. Mais pourquoi l'autre refuse de tomber? D'accord. Alors, David, il y a quand même il y a une situation en Côte d'Ivoire, c'est que le président Ouattara finit son second mandat en 2017, il a 77 ans, mais il a maintenu le flou sur ses intentions. C'est parce qu'il veut se présenter. C'est terrible. C'est terrible. C'est ton ami, non? Ouattara. C'est pas lui qui défend. Ouattara a déçu beaucoup. Hein. Ouattara, il était arrivé comme un sauveur avec la crise, la guerre en Côte d'Ivoire, etc. Le problème de Gbagbo. Quand Ouattara était arrivé au pouvoir, ses premiers discours étaient des discours flamboyants. C'est le renouveau, c'est la rupture, c'est une autre lecture, une nouvelle lecture qu'il a imprimée à la politique ivoirienne. Il a fait un premier mandat, il a tellement travaillé, il a eu un bilan tellement positif, il a changé le visage de Abidjan et des autres villes ivoiriennes, et tellement que à la fin la population lui a accordé un second mandat. Il a entamé le mandat. Techniquement, il a entamé, il est en train de finir. Il est dans son mandat. Techniquement, Ouattara ne devrait pas se représenter. Sauf que en 2016, il a modifié la Constitution. Vous savez, il a fait passer la Côte d'Ivoire, je pense, à la 3e ou à la 4e République, je ne sais pas. Ouais. Donc, il dit le compteur peut être ramené à zéro. Vous savez, la question de Gbagbo est une épine qui est restée dans les pattes de Ouattara depuis très longtemps. Et donc, à l'annonce de la probable libération de Gbagbo, les données ont changé. Les calculs ont été rapidement faits. Et donc, vous constaterez le flou qui est aujourd'hui entretenu sur le troisième mandat de Ouattara ou pas. Oui, mais déjà, les signaux sont quand même assez alarmants. Il y a eu, tu parlais tout à l'heure de la 4e République. Il a fait changer certaines lois en sa faveur. La Cour électorale indépendante. Actuellement, il y a des discussions autour sur la CEI pour la composition. Le divorce entre PDCI et puis son Bédié et Ouattara aujourd'hui a laissé un gros trou, et ça risque de jouer contre Ouattara en 2020. Et il y a Soro qui est aussi la menace qui pointe à l'horizon, parce qu'à tout moment ça peut chambouler. Et donc tous ces facteurs ont fait que Ouattara a besoin d'assurer ses arrières. Si en 2020 il revient pour se présenter, je pense quand même que les Ivoiriens n'accepteront pas que ça soit fait comme ça. Il y a d'autres enjeux. Vous avez vu il y a des irréductibles, quelle que soit la situation. L'annonce de la libération de Gbagbo et Blé Goudé a suscité cet engouement, cet enthousiasme. Vous avez vu comment Abidjan, un peu partout dans les autres villes. Ça veut dire que la population ivoirienne attend Gbagbo. Ça veut dire que Soro aussi est en train de préparer son terrain, et donc Ouattara aujourd'hui cherche à
à jouer du flou parce qu'il est trop tôt pour lui de le dire qu'il ne va pas se présenter. Il a déjà dit, il a déjà annoncé l'année dernière, je pense, dans un de ses discours, lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, justement, il a fait la promesse aux Ivoiriens qu'il ne va plus se représenter. J'estime véritablement qu'étant respectueux de la parole qu'il a donnée au peuple il ne sera pas respectueux de cette parole. C'est qu'il va reviendra pas. Parce que si vous voyez les pas qu'il mène en essayant de combattre, parce que quand Ouattara et quand Gbagbo était en prison, du moins quand il n'y avait pas cette promesse de libération, eh bien, son ennemi juré, c'était son allié d'hier, qui est Guillaume Soro. Alors, systématiquement, il se matchait tous les proches de Soro. Vous voyez celui-là, son proche dans le cabinet de Soro, on a retrouvé dans la voiture. Moi, pas noyade. Moi, pas noyade. Alors qu'il a le ventre plat. Alors qu'il a le ventre plat. Quelqu'un qui prend, il n'a même pas le visage boussouflé. Vous voyez, non? Et donc, systématiquement, il est en train de se matcher tous les proches de Soro. Occasion d'affaiblir Soro. Vous avez vu ce qui s'est passé, qui a poussé Soro à prendre sa distance pendant longtemps, avant de revenir faire un semblant de paix avec Ouattara, mais ça n'a pas marché. Alors, quel est le discours de Soro maintenant? C'est Soro plutôt qui était un warlord, qui revient avec un discours de rassemblement. Et il se tourne vers tous les partis. Et il se sent à l'aise maintenant avec toutes les composantes de la politique ivoirienne. Et donc là-dessus, eh bien, il voit que Soro est réellement quelqu'un qui va rafler la mise. Donc il n'arrive pas à donner un discours clair pour dire que non, je maintiens ma parole, je ne veux plus me représenter. Maintenant, ce qui se passe et ce qui aggrave la situation pour lui, c'est la libération de Gbagbo. Gbagbo ne peut pas être éternellement gardé comme ça. C'est clair. Contre la volonté de certains. Contre la volonté de disposition. Rodrigue, s'il est vrai que Ouattara est un animal politique, Bédié aussi en est un, et à l'issue du congrès, enfin pendant le congrès du RHDP, Bédié a réagi en qualifiant ce congrès de folklore qui frise l'assemblée des militants manipulés et enrôlés de force pour servir les rassemblements des détourneurs de deniers publics. Non, vous savez, c'est un discours fort. C'est ce qu'on disait. Le divorce est consommé depuis. Parce que Bédié, dans le premier tableau, on voyait beaucoup plus un Alassane Ouattara rassembleur. Mais par après, il a compris que c'était la ruse. L'homme voulait juste faire semblant. Voilà, se servir. Est-ce que Bédié n'a pas été dupe? Bédié, quelque part, oui. Bon, quelque part, oui. C'est pour sauver une situation. Parce que l'alliance qui était nouée entre Ouattara et Bédié consistait à favoriser l'accès au pouvoir à Ouattara. Et à partager le pouvoir. Ouattara fait 2 mandats, il part et à la suite, il renvoie l'ascenseur à Bédié. Mais très tôt, les dauphins, ce n'est pas Ouattara qui a pris seul cette décision, c'est ces dauphins, parce qu'il y a des appétits qui ont été aiguisés au sein du RDR. Et ces jeunes loups-là ont dit à leur chef, nous sommes aussi présidentiels. Voilà. Si vous partez après 10 ans, nous pouvons vous remplacer valablement. C'est ce qui a fait que ce divorce a été consommé et ça a fait très mal à Bédié. Bédié avait compris, très tard. Il a fait pour pouvoir se sauver ses arrière-gardes. C'est tout, c'est pas le discours de quand on est chef, on demeure chef. On prend le bâton. C'est toi qui le dis. Mais quand tu t'es dit un chef aussi en RDC. Non, mais pourquoi, comment tu sais que tu es arrivé? C'est 2 situations différentes. Attends, vous savez, Bédié, par exemple, quoi qu'on dise, il attendait quelque chose. Si aujourd'hui vous voulez vraiment faire le bilan de cette alliance-là, ça a été positif pour qui et positif Ouattara. Pour Ouattara. Négatif pour qui? Donc ça ne peut pas contenter Bédié. Alors, Bédié... Mais Bédié s'est réveillé très tard. Toujours, peut-être très tard, mais le réveil même. Ce qui a beaucoup plus inquiété Ouattara, c'est quand on a annoncé la libération de Gbagbo et que juste le discours de Pascal Affi-N'Guessan qui dit la scission, c'est fini la scission. La scission.
au sein du parti de Gbagbo. Ah, au sein du parti de Gbagbo, oui. C'est fini. Donc c'est fini. Parce que Qu'ils sont il revient derrière le leader. Oh, ouais. Non, mais c'est beaucoup plus ce discours-là pour moi qui a fait comprendre à Alassane Ouattara. Si le pays s'unit, alors là... Voilà. D'autant que Ouattara, il faut le rappeler, depuis le départ de Gbagbo, il s'est fait réélire, mais avec des scores très faibles et des participations très faibles. Très faibles. Maintenant, face à cette nouvelle donne, Bédié ne peut plus aller vers Ouattara. C'est ça. Tout le problème est là. Bédié ne peut plus aller vers Ouattara. Donc c'est clair, parce que le divan s'est consommé. Et Bédié aujourd'hui aura plus à gagner s'il prend la main tendue de Soro. Voilà. Mais bon, est-ce que si l'échiquier Soro pèse vraiment quelque chose? À part être un seigneur de guerre, non, à part être un seigneur de guerre, il n'a pas une formation politique. Mais ça n'a rien à voir. Quelle politique? Comme politique. Kabila, avec quel âge il était arrivé au pouvoir? 29 ans, je pense. Mais Soro aujourd'hui, sur l'échiquier politique ivoirien, Soro, c'est l'un des poids lourds. C'est lui qui va faire pencher la balance. Quand il a divorcé. On va marquer la pause d'abord. C'est l'homme des réseaux. On marque la pause, à tout de suite.